Alors, je vais vous donner quelques éléments quelques points de repère et quelques éléments sur la décolonisation. La décolonisation, elle va commencer immédiatement après la guerre, et il va y avoir deux cas principaux, c'est celui de la France et celui de l'Angleterre, qui sont les deux plus grandes puissances coloniales. La France, je vous ferai tout un déroulé sur la vie politique française de 1918 à nos jours. Ça vous éclairera un petit peu. Elle a été sonnée par la guerre de 14 et également sonnée par la guerre de 40. Et le général de Gaulle, qui prend le pouvoir à la Libération, il a une grande idée, c'est de restaurer le prestige et même la puissance de la France. Et à ses yeux, la puissance coloniale est un de ces aspects. Et en 1944, il prononce à Brazzaville un discours qu'aujourd'hui on présente comme extrêmement prémonitoire de la grande indépendance des pays anciennement colonisés. C'est un discours, en réalité, si on le lit entièrement, profondément colonialiste de la vieille école. Et je précise même un fait peu connu, c'est que l'École nationale d'administration, l'ENA, a été fondée à la Libération par Michel Debré comme une école pour former des administrateurs coloniaux. Donc vous voyez, la France n'avait pas du tout pris conscience que le temps des colonies, c'était fini. Et en Angleterre, elle en a pris conscience tout de suite. Le mouvement de décolonisation, il était annoncé dès l'entre-deux-guerres, hein, notamment en Inde. Il y avait Gandhi qui, depuis les années 30 déjà, réclamait l'indépendance de l'Inde. Il avait suspendu cette demande pendant la guerre, parce qu'il estimait que la guerre contre le national-socialisme était prioritaire, mais il a repris cette demande immédiatement après. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes ces colonies, hein, non seulement les gens qui vont réclamer l'indépendance, souvent ils ont été formés, ils ont fait leurs études dans les anciennes métropoles. C'est le cas de Gandhi, hein, qui était avocat et qui avait été à l'université en Grande-Bretagne, mais c'est le cas de Pol Pot, hein, qui a fait ses études en France. Donc ce sont des gens qui ont été faits, ou Léopold Sédar Senghor, qui a été camarade de l'école normale supérieure de Georges Pompidou. Donc vous voyez, c'est des gens qui ont été formés par les métropoles et qui du coup ont acquis le mode de pensée des métropoles et se sont dit pourquoi, après tout, ne serions-nous pas, nous, des vrais pays indépendants. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la notion de colonie, elle est extrêmement variée. Hein, il y a des colonies très anciennes, il y a des colonies qui ont été des colonies de peuplement, et il y a des colonies qu'on appelle des colonies, qui en réalité sont quelquefois seulement des protectorats ou voire de simples mandats. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la France, l'Angleterre, mais aussi la France, ont décolonisé déjà depuis longtemps, hein, certains pays. Et notamment l'Angleterre, elle a créé une Commonwealth parce que certaines colonies se sont transformées en dominions. Après l'indépendance des États-Unis, par la suite, le Canada est devenu un simple dominion et non plus une colonie. Pourquoi? Parce qu'il était essentiellement de culture et de civilisation issues de la culture et des civilisations britanniques, enfin européennes et notamment britanniques. Donc les cas étaient très différents d'un pays à l'autre. En 1944, donc, à la conférence de Brazzaville, De Gaulle prononce un discours pro-colonial. Mais par contre, les Anglais, dès 1947, c'est le vice-roi des Indes, qui était Lord Mountbatten, qui est un oncle de la reine, qui a été nommé donc vice-roi des Indes pour donner l'indépendance le plus vite possible, qui a été obtenue qui a été mise en œuvre par Nehru. D'une part, et puis qui a abouti aussi à donc le premier chef d'État de l'Inde indépendante, c'était Nehru. Mais en réalité, il y a eu une partition, puisque les musulmans n'ont pas voulu être dans le même pays que les hindous ou que les autres religions. Donc on a coupé l'Inde britannique en trois. D'une part l'Inde et d'autre part, enfin en deux, d'une part l'Inde et d'autre part le Pakistan, mais le Pakistan, il y avait un morceau d'un côté et un morceau de l'autre. Donc il n'était pas jointif du point de vue territorial, si bien qu'il s'est de nouveau coupé en deux. Et la partie qui est à l'est, qui s'appelle aujourd'hui le Bangladesh, qui correspond à une grande partie du Bengale, est devenu un pays indépendant. Donc le Pakistan musulman et l'Inde plus ou moins hindouiste, mais comme il y avait des minorités hindouistes au Pakistan et des minorités
émeutes musulmanes en Inde, il y a eu 2 millions de morts parce qu'il y a eu des échanges de population, ça a été tragique. Mais en 1947, l'Inde était indépendante et l'Angleterre s'était débarrassée de toutes ses colonies. Et la France n'a pas fait la même chose et dès 1946, elle commence la guerre d'Indochine. Et en même temps qu'elle part du Liban et de la Syrie, qui deviennent des pays indépendants, mais le Liban et la Syrie n'étaient que des mandats que la France avait depuis la fin de la Première Guerre mondiale, parce que c'était des morceaux de l'Empire ottoman. L'homme malade de l'Europe, quand il a fini par mourir, on a essayé de maintenir dans une situation à peu près vivable tous les morceaux. Donc certains sont devenus des pays indépendants, d'autres ont été des mandats, et la Syrie et le Liban, c'était des mandats français. Donc là, il n'y a pas d'administration coloniale à proprement parler. Donc ça a été facile. En Indochine n'était pas de même. Et donc la guerre d'Indochine a commencé. Tout ça se rattache aussi à la guerre froide, parce qu'en réalité, l'Union soviétique va pousser à la décolonisation. Elle va combattre ce qu'elle appelle l'impérialisme. Elle va mettre dans le même sac l'impérialisme colonial et l'impérialisme américain, qui est quand même de nature assez différente. Et donc les mouvements hostiles à la colonisation vont être aussi des mouvements qui vont être financés par l'Union soviétique, armés par l'Union soviétique ou la Chine. Donc, quand on décolonise un pays, on lui rend la liberté, en même temps il tombe dans le communisme, ce qui va donner il va y avoir une double nature de ces guerres. Est-ce qu'il faut rendre les pays indépendants et en même temps qui tombent dans l'escarcelle du communisme? Ça aurait été contradictoire avec la politique de l'endiguement ou la théorie des dominos, donc de Truman et d'Eisenhower. Mais en même temps, les Américains sont anticolonialistes, donc ils ne vont pas soutenir en tant que tels les combats des puissances coloniales pour garder leurs colonies. Donc vous voyez, le jeu est assez compliqué, en réalité. Et c'est pour ça, le cas typique, c'est la guerre d'Indochine, qui commence comme une guerre coloniale, pour conserver nos colonies, et qui finit comme une guerre contre le communisme. Et c'est pour ça que les Américains vont prendre le relais. Mais les Américains, leur but, c'est de faire un Vietnam indépendant, et non pas de faire une de leurs propres colonies, bien sûr. Et cette guerre d'Indochine, elle se termine au bout de 8 ans, en 1954, à Dien Bien Phu, par la défaite des troupes françaises contre les général Giap et les accords de Genève, qui vont couper le pays en deux, entre le nord, qui est tenu par le Viet Minh communiste, Ho Chi Minh, et le sud, qui est tenu par le Viet Cong. Donc là, on sort de l'histoire de la décolonisation, et la guerre du Vietnam va reprendre comme une guerre proprement relevant de la guerre froide entre le nord communiste et le sud soutenu par les Américains. 1954, c'est la fin de la guerre d'Indochine, mais c'est aussi le début de la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie, c'est encore un autre problème, parce que ce sont des départements français. Dont les habitants, la plupart des habitants qu'on appelle des musulmans, c'est bien une nationalité, n'ont pas la nationalité française, tout en habitant des départements français. Alors pourquoi il est ainsi? Parce qu'il y a eu la loi Crémieux, sous la Troisième République, qui a donné la nationalité française aux habitants d'Afrique du Nord, qui ne venaient pas de France à l'origine, de confession juive, et pas aux musulmans. Alors ça peut paraître abominable, mais il y a quand même une petite raison à ça. Et le fait que Crémieux soit lui-même juif n'est pas la seule raison. Il y a une autre raison, c'est que les juifs ont admis que les lois de la République étaient supérieures à leurs lois religieuses à eux. Les musulmans ne l'ont pas voulu. Et donc on leur dit, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être français. Voilà pourquoi ils n'ont pas obtenu la nationalité. On leur a refusé de nouveau en 1945. Alors qu'on l'a restitué aux Juifs qu'il avait perdu pendant l'occupation, on leur a restitué la nationalité française, et du coup les Arabes se sont révoltés, il y a eu des émeutes à Alger contre cette injustice, mais qui est une injustice d'un certain point de vue, mais qui a aussi des raisons, comme je viens de vous le dire. Et donc la guerre d'Algérie, comme c'est, ne vous dites pas une guerre, puisque c'est un département français, donc c'est une personne de maintien de l'ordre, il y a l'armée, on envoie le contingent, les gens qui font leur service militaire, en Algérie, il y a eu quand même pas mal de morts, et la situation devient terrible, parce qu'il y a énormément de Français d'Algérie, qui souvent ne sont pas originaires de France en réalité. Quelquefois il y a des Alsaciens qui étaient venus là après 1870, mais il y a beaucoup qui venaient d'Espagne ou d'ailleurs, qui
n'était pas originaire de France à l'origine, mais qui avait acquis la nationalité française en Algérie. Donc pour qui le maintien de l'Algérie était une chose évidemment cruciale. Et le général de Gaulle, lui, il est apparu de plus en plus comme un recours, hein, et il a laissé penser qu'il ne lâcherait jamais l'Algérie. C'est comme ça qu'il y a eu le coup d'État du 13 mai 1958, qu'il a porté au pouvoir, et il a entrepris assez vite de larguer l'Algérie. Alors ce qui a rendu l'affaire tellement sanglante au sens strict, mais aussi sanglante du point de vue psychologique, c'est qu'on l'avait mis au pouvoir pour garder l'Algérie, et que la première chose qu'il a faite, ou une des premières, ça a été de s'en débarrasser, enfin de lui donner son indépendance, et de lui donner également le Sahara qu'elle ne réclamait pas, mais ça c'est la pression des Américains, parce que les Américains ne sont pas pour les colonies. Donc ils disaient, vous les Français, vous n'avez rien à faire au Sahara. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a donné le Sahara aussi. Et les Américains n'ont pas soutenu la France dans la guerre d'Algérie, bien que le FLN algérien soit soutenu par l'Union soviétique, plus ou moins. Donc début de la guerre d'Algérie. 1954, c'est aussi l'indépendance du Laos et du Cambodge, évidemment consécutive à Dien Bien Phu. 1956, il y a un épisode qui est une intervention conjointe des Britanniques et des Français à Suez, sur le canal de Suez. Le canal de Suez, c'était une compagnie internationale dont les capitaux étaient principalement britanniques. Et le Nasser, qui avait pris le pouvoir en Égypte, l'Égypte qui n'a jamais été, qui est une zone d'influence anglaise, mais qui n'a jamais été proprement parlé une colonie, et il a nationalisé le canal de Suez. Et comme c'est une route vitale, les troupes franco-britanniques sont intervenues et elles ont été obligées, elles ont repris le canal de Suez, et elles ont été obligées de repartir sous la pression des États-Unis, qui n'aiment pas les opérations coloniales. 1956, c'est par contre la fin de l'accession à l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Le Maroc et la Tunisie, ce sont seulement des protectorats. Et au Maroc, c'est le sultan du Maroc qui va devenir roi du Maroc sous le nom de Mohamed V. Et en Tunisie, c'est Bourguiba qui va devenir le dictateur de la Tunisie. Mais ce sont des indépendances qui se passent bien. Il n'y a pas de conflit avec la métropole. D'autant plus que, comme c'était que des protectorats, il y avait déjà une organisation propre à ces pays, surtout au Maroc, qui est un pays quand même de beaucoup plus vieille civilisation que l'Algérie ou même que la Tunisie. Donc tout ça se passe bien. En France, c'est donc la 4e République qui fait ça, et c'est Pierre Mendès France, qui est président du Conseil et qui mène cette affaire. Donc je reviens à l'Algérie qui trouve son indépendance. En fait, il y a une guerre militaire qui est gagnée, en réalité, par la France, mais qui n'est pas gagnable politiquement. Et donc en 1962, les accords d'Évian donnent leur indépendance à l'Algérie. C'est le gros morceau de la décolonisation française. Mais elle va être suivie quand même, vers 1960, tous les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française accèdent à l'indépendance. Un peu tard, si vous voulez mon opinion, parce que du coup, on a mis en place des régimes qui étaient très dépendants de la France, on a continué à beaucoup les subventionner, ça a donné naissance à ce qu'on appelle un peu la France-Afrique, une sorte de terrain réservé qui était propice au maintien de régimes qui étaient favorables à la France, mais qui n'étaient pas toujours le régime idéal pour le développement économique du pays, surtout que l'aide au tiers-monde, puisque en fait, les anciennes colonies sont devenues le tiers-monde, qu'on appelle aujourd'hui ensuite les pays en développement, etc., enfin il y a plusieurs appellations, n'a pas toujours été faite de manière très rationnelle d'un point de vue économique, était faite par des gens qui étaient des administrateurs et qui n'y connaissaient rien à l'économie. Et je reviens un petit peu, donc voilà, il y a encore le dernier pays à décoloniser, ça va être le Portugal. En 1976, l'Angola va devenir indépendant. Et il va y avoir, là aussi, une guérilla, un pouvoir marxiste et une guérilla anti-marxiste qui va être soutenue par les États-Unis parce que les États-Unis combattent le marxisme. Ils ne soutiennent pas les puissances coloniales en tant que telles, mais ils continuent de pratiquer la politique de l'endiguement et d'éviter que le communisme ne se répande. Tandis que l'Union soviétique, elle promeut l'indépendance des pays pour mieux les prendre sous sa coupe. Donc vous voyez, tout ça quand même se rattache à la guerre froide, mais ça n'est pas tout à fait la même chose.
Les États-Unis ont une attitude qui est parfois déroutante parce qu'ils sont à la fois contre le communisme mais anticolonialistes. Et dans tout ça, il y a un mouvement qui va essayer, c'est le mouvement des pays non alignés. Nous, on n'est ni pour les Américains, ni pour l'Union soviétique. On est libre. Et ce mouvement des non alignés, il va avoir pour caractère, il va naître à la conférence de Bandung en 1955. Tous ces pays qui accèdent à l'indépendance, ils disent on se ressemble pas, qui on est par rapport aux deux superpuissances, puisqu'on est en pleine période de guerre froide. Et ils vont dire, nous, on est non alignés. Un des grands exemples, ça va être l'Inde qui va essayer de se faire à la fois aider, qui va prendre une partie du modèle économique soviétique et une partie du modèle démocratique occidental. Et heureusement, au bout d'un moment, elle finira par arrêter l'économie planifiée, ce qui lui permettra tout simplement de se développer. La Chine, d'ailleurs, fera pareil. Et ce mouvement des non-alignés, évidemment, le grand désir de l'Union soviétique, ça va être de le noyauter. Par exemple, des leaders du monde aligné, ça va être Cuba, ce qui est assez paradoxal, puisque Cuba est quand même le temple, encore aujourd'hui, du marxisme-léninisme. Donc, bien que ce soit assoupli, ça reste quand même une dictature marxiste. Mais elle va être un des leaders des non-alignés, des pays non-alignés, donc tout le jeu un peu secret, ça va être de dire ceux qui sont indépendants travaillent en fait pour nous. L'Union soviétique sera assez forte pour ça. Pour noyauter le mouvement des non-alignés et en fait les faire tomber dans son camp. Et voilà quelques éléments sur la décolonisation.